Alors bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce matin pour vous parler des infections respiratoires chez l'immunodéprimé, hors VIH, et plus précisément de l'approche diagnostique. Alors cette approche clinique qui reste fréquente dans notre contexte, c'est une approche qui est très simple et complexe à la fois, on va le voir après pourquoi. Alors on a tous remarqué ces dernières années qu'il y a une augmentation vraiment très importante du nombre de patients qui sont suivis pour immunodépression. Ça représente à peu près le tiers de toutes les admissions en soins intensifs. Alors cette augmentation, elle est liée essentiellement à l'amélioration du pronostic global des patients qui sont suivis pour chimiothérapie, mais aussi à l'utilisation croissante du traitement immunosuppresseur. Alors on sait tous que l'atteinte respiratoire reste la pathologie la plus fréquente chez cette population. Ça constitue le premier motif d'admission en réanimation avec un spectre très large de pathologies, que ce soit infectieuses ou non infectieuses, et que la mortalité hospitalière, elle reste très importante, notamment en cas de pathologie infectieuse. Alors cette mortalité, elle n'est pas du tout influencée par la pathologie sous-jacente, mais elle va augmenter en l'absence ou en cas de retard de diagnostic étiologique chez une population très hétérogène. Et cette hétérogénéité vient du fait qu'il y a plusieurs causes d'immunodépression. Donc, comme on le sait très bien, ce déficit immunitaire va être à l'origine d'une défaillance, voire d'une insuffisance du système de défense. Elle peut être primitive ou secondaire. Donc, les déficits immunitaires primitifs, on dénombre actuellement plus de 200 pathologies qui peuvent être à l'origine de ce déficit, avec une augmentation ou une prédisposition génétique au développement de pathologies infectieuses et principalement les infections respiratoires. Alors ces pathologies, on va pouvoir les regrouper en 5 grands groupes. Les plus fréquents, c'est les humoraux. Ils sont dus à une insuffisance d'immunoglobuline sérique, donc regroupés sous la terminologie de déficit immunitaire commun variable. Commun parce que c'est fréquent, mais variable parce qu'il y a une prédisposition génétique personnelle. Et puis à côté de cela, il y a le déficit immunitaire combiné sévère qui associe une altération donc, de l'immunité, que ce soit humorale ou cellulaire. Heureusement que c'est plus rare parce que c'est les plus dangereux. Donc, bien entendu, avec la possibilité d'avoir un déficit au niveau de la phagocytose, de la défense primaire, une immunodépression par défaillance au niveau du système du complément, et puis enfin les déficits immunitaires primitifs complexes qui sont très rares et qui sont généralement associés à des maladies génétiques. Donc, à côté de ce déficit immunitaire primitif, il peut s'agir d'un déficit immunitaire secondaire à plusieurs pathologies. Alors, parmi ces pathologies, on cite les hémopathies, le diabète, la présence d'une éventuelle malnutrition, les patients qui sont sous traitement médicamenteux qui va être à l'origine d'une immunosuppression, notamment une chimiothérapie ou un traitement prolongé par une corticothérapie. Et puis, il y a les pathologies néoplasiques où cette immunodépression va être vraiment très complexe, elle est multifactorielle, elle est due à la dénutrition, elle est due à la pathologie néoplasique sous-jacente, mais aussi elle est due au traitement que doit prendre ce patient, mais aussi à la fréquence des hospitalisations et au risque de développer des infections nosocomiales. Alors, exclu du cadre de ce topo, les déficits immunitaires qui sont transmis par le virus d'immunodéficience humaine. Alors, les mécanismes physiopathologiques qui vont aboutir à l'apparition de l'infection chez cette population de patients sont très complexes. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est très chronophage. Donc, je vais juste vous parler un tout petit peu du déficit immunitaire qui va survenir chez les patients qui sont âgés. Et je pense qu'on est souvent confronté à prendre en charge des pneumopathies infectieuses de plus en plus avec le vieillissement de la population chez les personnes âgées. Alors, ces mécanismes physiopathologiques interviennent une altération des défenses immunitaires primitives, puisqu'il va y avoir une diminution de la fonction des macrophages, mais aussi des neutrophiles, une altération au niveau de l'immunité cellulaire par l'involution du thymus avec diminution des lymphocytes T, mais surtout de leur fonction mémoire,
Parallèlement, il va y avoir une diminution des lymphocytes B et forcément, donc, on va avoir une altération de la réponse anticorps aux antigènes. Alors, c'est des terrains qui sont très favorables à l'apparition des infections du fait de la diminution de la clairance bucco-pharyngée et mucociliaire, du fait de la malnutrition, mais aussi du fait de l'apparition ou l'association à des fausses routes, notamment s'il y a des troubles neurologiques associés. Alors, les circonstances de découverte, c'est les mêmes pratiquement circonstances de découverte, donc c'est des manifestations cliniques classiques d'une pneumopathie infectieuse. Donc, on va avoir une symptomatologie respiratoire donc associée à éventuellement un sepsis. On est très à l'aise s'il y a la fièvre. Alors, ces patients-là vont être pris en charge, soit c'est des patients qui sont vraiment connus, présentant une immunodépression et qui vont être hospitalisés au décours d'une pneumopathie infectieuse, ou bien cette immunodépression va être au contraire découverte lors d'un épisode de pneumopathie. Alors, classiquement, on va avoir 5 grands tableaux radiocliniques. Ça va être soit une pneumonie lobaire, soit une bronchopneumonie, soit une pneumonie interstitielle, dont les formes les plus graves, donc on va avoir une atteinte sous forme de miliaire, voire des pneumopathies qui sont abcédées. Donc, ces manifestations radiocliniques font suite à 3 grands types de pneumopathie, qu'elles soient communautaires opportunistes ou infections nosocomiales, comme chez le cas chez les patients qui sont immunocompétents. Alors, ce qui est particulier dans cette population de patients, donc normalement, on n'a pas de problème pour retenir le diagnostic positif. Toute la difficulté réside dans la détermination du diagnostic étiologique, surtout qu'il n'y a pas de manifestations cliniques ou paracliniques qui sont spécifiques en faveur de tel ou tel pathogène. Et la différence, comme l'a bien souligné mon ami JL, entre infection et colonisation est le plus souvent difficile à déterminer. En fait, on va se baser sur l'association entre l'histoire clinique, la présentation radiologique et le diagnostic va être conforté par les prélèvements qu'on va pouvoir faire, que ce soit invasif ou non invasif. Alors, notre approche doit être systématique et orientée. Pourquoi? Parce que ça reste quand même des pathologies graves avec un surrisque de mortalité. Cette approche doit prendre en considération plusieurs éléments. D'abord, le profil d'immunodépression qui va orienter vers type de pathogène, le traitement anti-infectieux déjà reçu à titre préventif, les modalités de survenue de la pneumopathie, les signes cliniques ainsi que la présentation radiologique. Et puis enfin, ce diagnostic a été grandement facilité par les progrès qui ont été donc apportés, notamment dans le domaine microbiologique, par le développement de la biologie moléculaire. Alors pourquoi il est important d'avoir une idée sur le diagnostic étiologique et de savoir retenir rapidement ce diagnostic étiologique? Parce que le pronostic va dépendre de la rapidité de prise en charge. Donc on a besoin de faire les explorations paracliniques rapidement pour avoir un meilleur rendement diagnostic étiologique et pour pouvoir permettre d'adapter le traitement qui doit être probabiliste. Ça a un intérêt aussi médico-économique, ça permet d'éviter une antibiothérapie, notamment chez les patients qui sont hospitalisés pour des pneumopathies d'origine virale. Alors j'ai parlé de l'importance d'avoir une idée sur le profil d'immunodépression qui va permettre d'avoir une certaine orientation en fonction du germe. Je cite comme exemple les patients qui sont sous chimiothérapie et qui vont être en aplasie médulaire, donc ils vont avoir une granulopénie ou une granulopathie. Ces patients-là vont développer plus des infections bactériennes, voire mycosiques. Et puis, chez les patients qui sont sous corticothérapie prolongée ou qui sont sous traitement immunosuppresseur d'une façon générale, ils vont plus avoir un déficit au niveau de l'immunité cellulaire. Et là, ce qu'on craint le plus, c'est la réactivation de mycobactériose ou voire une infection de nouveau. Mais ils sont aussi sujets à un surrisque d'infection virale, voire mycosique, exceptionnellement parasitaire. Donc déjà, le profil immunologique va permettre une certaine orientation
étiologie, bactériologie. Alors j'ai dit que les symptômes cliniques ne sont pas du tout spécifiques, ça apporte vraiment peu d'orientation étiologique spécifique, donc en dehors de la fièvre qui n'est pas toujours présente. Alors l'auscultation pulmonaire va juste nous orienter vers le territoire anatomique atteint, et puis la présence de manifestations extra-thoraciques peut aider au diagnostic étiologique, mais il n'y a aucune spécificité. Je cite l'exemple de la possibilité d'avoir des troubles neurologiques chez les patients atteints d'aspergillose, de toxoplasmose, mais ces manifestations neurologiques peuvent se voir notamment donc au cours d'une légionellose. Donc il n'y a pas vraiment de spécificité par rapport à l'examen clinique. Alors la radiographie thoracique, elle a un intérêt qui est vraiment limité. C'est un intérêt essentiellement pour le suivi de ces patients et à la recherche de complications précoces. Et donc là, on a un accès vraiment très facile pour demander des scanners thoraciques. Ça reste un examen clé pour le diagnostic positif, puisque les manifestations scanographiques précèdent d'à peu près 5 jours l'apparition de manifestations sur la radiographie thoracique standard. Ça permet de diriger les prélèvements, ça dirige les ponctions scanoguidées. Donc là, toute la question réside dans l'intérêt de ce scanner thoracique, dans l'orientation vers un tel ou tel pathogène. Il faut dire qu'il y a eu pas mal d'études qui ont essayé d'associer certaines anomalies radiologiques à un pathogène particulier, mais il n'y a grosso modo aucune spécificité qui permet de retenir tel ou tel pathogène. Ça ne remplacera pas les prélèvements ou les résultats des prélèvements microbiologiques. Alors je cite comme exemple le fait de trouver un aspect de micronodules centraux lobulaires disposés en arbre embourgeant, souvent flou et peu dense. Ça peut orienter vers une atteinte virale, mais ça n'exclut pas une pneumocystose, notamment si c'est un aspect en verre dépoli qui est diffus. Et puis, pour l'aspergillose pulmonaire, le signe du halo ainsi que le signe du croissant gazeux, qui sont assez évocateurs chez le patient immunocompétent. Ils sont moins fréquents chez le patient immunodéprimé, où on va voir plus l'aspect plutôt de nodules qui sont centimétriques, qui peuvent être présents pratiquement dans 94% des cas dans les différentes séries. Donc finalement, le scanner thoracique, il est d'un apport considérable pour le diagnostic positif, mais pour l'orientation étiologique, donc on doit prendre en considération le contexte clinique et le profil d'immunodépression. Alors par rapport à l'IRM, il n'y a pas eu de différence entre les deux techniques d'imagerie. Et puis est-ce qu'il a une place du PET scan dans le diagnostic étiologique? C'est vrai que l'intérêt de ce PET scan se développe ces dernières années dans les pathologies non tumorales. Donc par rapport aux pathologies infectieuses, il n'y a eu aucune donnée dans la littérature actuelle qui va permettre de reconnaître son intérêt pour le diagnostic, que ce soit positif ou étiologique. Alors, par rapport au diagnostic microbiologique, ça reste quand même la pierre angulaire dans la décision thérapeutique. Donc, grosso modo, on va voir les infections bactériennes qui sont les plus fréquentes. Ça représente à peu près le tiers des cas qui sont cliniquement documentés, que ce soit qui sont documentés microbiologiquement. Deuxième cause, ça vient donc deuxième cause comme deuxième étiologie bactérienne, deuxième étiologie à côté de l'étiologie bactérienne, désolé, c'est les virus. Et puis derrière cette infection virale, viennent les infections fongiques invasives qui représentent à peu près 15% des infections respiratoires graves. Alors il faut dire que ce diagnostic microbiologique est positif dans pratiquement la moitié des cas, puisque c'est des patients qui ont déjà reçu une antibiothérapie précoce, donc ça décapite l'éventuelle infection, notamment si elle est bactérienne. Alors quelle est la place des prélèvements biologiques dans cette orientation étiologique? Donc on l'a tous remarqué que par rapport à la CRP, il y a vraiment très peu d'intérêt.
parce que tout simplement, il y a une grande diversité des seuils discriminants, que ce soit en infection bactérienne ou virale. À l'inverse, par rapport à la procalcitonie, le seuil de 0,5 nanogrammes par millilitre donc, permet donc, de retenir éventuellement unanimement le diagnostic d'infection bactérienne. Alors, qu'en est-il par rapport aux hémocultures? Donc, c'est un examen qui est pratiqué pratiquement de façon systématique en présence ou même en l'absence de fièvre dans ce contexte d'immunodépression. Ça consiste à réaliser une culture d'un prélèvement de sang afin de mettre en évidence la présence de micro-organismes. L'hémoculture a un rôle clé dans le diagnostic des bactériémies, sauf qu'on est confronté au problème de faux négatifs ou bien de faux positifs liés à la contamination par des micro-organismes de la sphère ORL qui vont inhiber la croissance des micro-organismes pathogènes. Donc ça ne sert à rien de multiplier les prélèvements, il suffit d'avoir un seul prélèvement mais qu'il soit de bonne qualité fait par un personnel soignant qualifié, parce que finalement tout va se jouer au moment du prélèvement et on a remarqué que les patients sont généralement trop prélevés. Donc j'ai dit que ça ne sert à rien de prélever sauf si il y a par exemple d'autres manifestations cliniques qui apparaissent au cours de l'évolution de la maladie. Alors qu'en est-il par rapport au dosage des antigènes urinaires? Ils sont d'une grande aide pour le diagnostic des pneumopathies communautaires à pneumocoque et à légionnaires. Par rapport aux infections fongiques, donc on a pu bénéficier de l'apport de la biologie moléculaire ces dernières années. Donc une PCR positive se positive généralement avant les manifestations cliniques et radiologiques. Ça a un grand intérêt pronostic puisque ça permet de suivre l'évolution de ces patients sous traitement. Donc par rapport à l'aspergillus, donc on voit qu'il y a une grande spécificité, une sensibilité, notamment si cet examen est réalisé au niveau du liquide de lavage broncho-alvéolaire. La détection des antigènes, notamment des antigènes qui se trouvent au niveau de la membrane, toujours des infections fongiques, reste d'un apport considérable. Donc il y a des kits qui vont permettre la détermination antigénique. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de spécificité, mais ça a un intérêt pronostic puisque la valeur initiale, elle est corrélée à la survie. Donc là, je passe rapidement les critères pour retenir ces diagnostics. Donc c'est toujours la clinique et les examens microbiologiques par rapport à l'aspergillose. Pour la pneumocystose, donc ça dépend des équipes, soit qu'on va commencer par immunofluorescence, soit qu'on va commencer par la PCR. Si on commence par la PCR, donc si elle est négative, ça permet d'exclure le diagnostic de pneumocystose. Donc si elle est positive, ça permet de retenir ce diagnostic. Et puis entre 85 et 1450 copies par millilitre, là il faut vraiment interpréter en fonction du contexte clinique. Alors, les atteintes virales, ça reste la deuxième cause des atteintes respiratoires infectieuses chez cette population de patients. C'est un facteur de surmortalité. Alors, il n'y a pas du tout de symptômes et de signes radiologiques spécifiques à l'atteinte virale. Il y a par contre une association qui est très fréquente avec les infections bactériennes et ça pose réellement le problème d'associer ou pas une antibiothérapie chez cette population de patients et la PCR reste le test diagnostique standard de référence. Alors, le diagnostic étiologique est le plus souvent nécessaire, en particulier dans une perspective d'un bon usage de l'antibiothérapie et on peut être aidé si on a une idée, donc dans un contexte épidémiologique, si on a une idée sur le profil virologique au niveau national. Alors les tests PCR multiplex, c'est des tests d'amplification en chaîne par polymérase, ça permet de rechercher les matériels génétiques d'un total à peu près de 22 virus, mais aussi de bactéries. Malheureusement, il n'est pas accessible puisque ça coûte cher. Alors, est-ce que là, c'était par rapport aux patients qui sont hospitalisés déjà pour une pneumopathie, mais est-ce que la question qui se pose, est-ce qu'il y a un intérêt à faire un dépistage régulier chez cette population de patients immunodéprimés?
Donc la réponse est non, quoique par rapport à l'aspergillus, certains conseillent en cas d'oncohématologie adulte à faire des dosages, à rechercher l'antigène galactomanal à raison de 2 fois par semaine durant la période d'aplasie. Alors, la question de l'intérêt et du risque lié à la réalisation de l'endoscopie bronchique a été largement débattue. Là, la réponse est claire. Donc, ça fait partie des examens de routine, finalement, chez cette population de patients, quel que soit le statut, même chez les patients qui sont hospitalisés en réanimation. Généralement, c'est bien toléré. Ça a un apport considérable. Ça permet d'entraîner une modification de la prise en charge thérapeutique qui est cruciale donc, pour l'évolution et le pronostic de cette maladie, notamment si elle est réalisée de façon précoce. Et il n'a pas été démontré un surrisque de mortalité, même chez les patients qui sont hospitalisés en réanimation. Au contraire, donc, il y a une amélioration du pronostic avec diminution de la mortalité qui avoisine les 40% versus 28%. Donc, ne pas hésiter à demander et à faire une endoscopie bronchique, c'est cette population de patients pour adapter notre prise en charge thérapeutique. Alors, cette fibroscopie bronchique va permettre de voir un peu l'aspect macroscopique et de réaliser les prélèvements, que ce soit à visée microbiologique ou anatomopathologique. Alors, je vais rapidement vous parler, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, 3 petits cas cliniques. Le premier cas d'un patient qui est âgé de 45 ans, qui est enseignant, qui est grand tabagique, hypertendu diabétique au stade de complications dégénératives, avec une insuffisance rénale chronique au stade d'hémodialyse et qui a été hospitalisé à plusieurs reprises à l'hôpital de Tastour, à l'hôpital régional de Célienne, où il a été pris en charge par mon ami docteur Suissi pour des pneumopathies à répétition. En fait, c'est un patient qui était jeune, immunodéprimé, et à l'imagerie, il y avait cette condensation, une opacité rétractile au niveau du lobe supérieur gauche, et on en voit un peu au niveau de la branche pulminale, une petite formation bourgeonnante, là où j'ai mis la flèche, je ne sais pas si c'est visible. Donc c'est un patient qui a eu plusieurs antibiothérapies, l'évolution était rapidement défavorable. Donc, il a bénéficié d'une endoscopie bronchique réalisée par Dr Suissi, qui a montré un aspect de pseudomembrane sur le plan macroscopique, avec un épaississement au niveau de l'éperon de la lobaire supérieure gauche, lobaire inférieure gauche. Donc, on a réalisé une biopsie bronchique et l'aspect était en faveur d'une mycormycose. Il a reçu un traitement antifongique. Malheureusement, l'évolution était rapidement défavorable et le décès, il est survenu en réanimation, malgré l'intubation et la ventilation. Alors, deuxième cas clinique, exactement le même profil du patient. Il est au contraire un peu plus âgé. Là, il a reçu une antibiothérapie probabiliste. On n'a pas eu recours au traitement invasif. Et l'évolution était rapidement favorable. Tout ça pour dire que le facteur chance aussi intervient dans l'évolution de cette pathologie. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à la biopsie pulmonaire? Il y a eu peu de données par rapport à la rentabilité dans le diagnostic étiologique. L'indication va être posée en fonction du terrain, mais aussi en fonction des explorations réalisées au préalable, en prenant en considération le surrisque de morbimortalité. Alors, ça permet d'éliminer une pathologie non infectieuse, comme c'est le cas de notre patient qui est âgé de 34 ans, qui est suivi pour maladie de Fanconi, régulièrement transfusé à raison de 1 fois par mois par les culoplaquettaires et les culoglobulaires, et qui a été hospitalisé pour fièvre, donc des douleurs thoraciques. Là, on avait isolé une klebsielle, il a été mis sous antibiothérapie adaptée en fonction de l'antibiogramme et l'évolution était favorable sur le plan infectieux, mais il gardait des douleurs. On a complété par un scanner thoracique et là, le scanner était en faveur d'une tuberculose pulmonaire. On a forcé la main au radiologue devant l'apparition de ces douleurs et la possibilité d'éliminer un processus notamment autre qu'infectieux associé.
Et malgré la pancytopénie avec une anémie à 2,3, la thrombopénie, la leucopénie, on a pu réaliser cette biopsie bronchique, perscanographique. Après, bien sûr, des transfusions essentiellement de culots plaquettaires, et le diagnostic était en faveur d'un adénocarcinome invasif assez bien différencié de type acineux prédominant infiltrant de la paroi thoracique. Donc pour dire que c'est vrai que la tuberculose doit être évoquée, il y a des tests qui permettent un diagnostic rapide, mais il ne faut pas oublier les causes non infectieuses. Alors, en conclusion, alors finalement, la présentation radioclinique des patients présentant une pathologie infectieuse associée à une immunodépression reste souvent très complexe. Les atteintes sont souvent multiples, infectieuses et non infectieuses, qu'il va falloir de toute façon évoquer et éliminer rapidement parce qu'il peut y avoir une association, notamment une cause cardiaque, une cause néoplasique. L'approche diagnostique doit être systématique et orientée avec une analyse sémiologique précise, clinique, radiologique, idéalement si on dispose d'une radiographie antérieure. Je souligne l'importance du scanner thoracique, notamment s'il est réalisé de façon précoce. Ça a un intérêt et limite par rapport à l'orientation en fonction du pathogène. Alors malheureusement, il n'y a pas vraiment de panel respiratoire complet. Il n'y a pas un arbre RACA décisionnel vraiment bien précis. C'est à la limite au feeling. C'est en fonction du profil de l'immunodépression, de la présentation et de la réponse au traitement empirique démarré initialement. Voilà, je vous remercie. Merci, Dr Bahri, pour cette excellente présentation. J'enchaîne avec vous pour dire que les infections respiratoires chez les immunodéprimés, c'est une véritable équation à plusieurs paramètres. Parce qu'il faut bien donc raisonner sur plusieurs axes, comme vous avez dit, le type de l'immunodépression, le tableau clinique, mais surtout la sémiologie radiologique. Comme vous avez dit, le scanner est très fondamental, parce que surtout dans la prise en charge des petits probabilistes, et dans l'attente des investigations biologiques, malheureusement, on arrive sur le plan pratique, on arrive rarement d'isoler des germes, surtout de confirmer le germe ou d'isoler le micro-organisme, surtout face à moyen de bord de la plupart des laboratoires dans nos régions, surtout je parle des régions de l'intérieur. D'où l'importance ici, d'où l'importance de la coordination interdisciplinaire, d'avoir un bon radiologue à côté de vous. Donc je cède la parole à la salle. Peut-être une question rapidement. Oui, c'est Bachir. Merci Basma, cette belle présentation. Alors, moi j'étais un peu surpris par la notion classique qu'on avait par rapport aux hémocultures. Et vous avez bien insisté sur le fait de pratiquer une seule hémoculture. Alors, la notion qu'on a, enfin ce qu'on nous a appris, c'est par rapport, quand on répète les hémocultures, ça fait un peu la différence entre une bactériémie et une septicémie, isolée, une notion un peu classique. Et l'autre aspect aussi, c'est par rapport aux faux négatifs et faux positifs, parce que quand tu vas avoir une fois, ça pose un problème après d'interprétation. Donc ça, c'est la première, une première remarque. Une autre, je n'ai pas vu dans ton exposé l'apport du brossage et des prélèvements distaux protégés. Parce que quand on y est on est à l'intérieur en endobronchique, bon, autant la totale. Donc, est-ce que c'est sciemment ou c'était un peu le mal? Très bien, merci beaucoup. Alors, par rapport à l'hémoculture, c'est vrai que moi, j'étais un peu étonnée. D'abord, il faut les faire de façon systématique dans ce contexte. Maintenant, on n'attend pas la présence de fièvre ou l'hypothermie pour demander des hémocultures. Alors, il n'est pas du tout indiqué de faire plusieurs prélèvements parce que ça augmente le surrisque de contamination et la contamination va inhiber la flore, le développement de la flore pathogène. Donc,
Mais par contre, il faut que ça soit fait par un personnel vraiment qualifié. Alors, ce qui est indiqué actuellement, c'est de refaire les hémocultures, comme par exemple, il y a d'autres paramètres cliniques qui apparaissent au cours de l'évolution, ou bien lors d'une manipulation, par exemple la mise en place d'un cathéter veineux central, ou un malade qui est intubé dans les 48 heures avant la réalisation de ce test. Donc en dehors de ces indications, il n'y a pas beaucoup d'apports à demander des hémocultures de façon systématique. Alors, par rapport à la fibroscopie bronchique, bien entendu, donc moi j'ai mis ça entre parenthèses, donc il y a une place considérable du lavage, bien sûr, des prélèvements, du brossage, des biopsies éventuellement pour le diagnostic positif. Avant, on était très réticents par rapport justement au risque de complications lors de la réalisation de cet examen. Et on a vu qu'il n'y a pas du tout de surrisque de mortalité ou d'hospitalisation en réanimation suite à une fibroscopie bronchique. Au contraire, ça aide au diagnostic positif. J'avais un autre cas clinique d'une patiente qui m'a été adressée par Dr Drira. Donc c'est une patiente qui était immunodéprimée, donc sous traitement immunosuppresseur. Elle était sous méthotrexate, suivie pour pneumopathie interstitielle. Et justement, il fallait faire tous les prélèvements bactériologiques, microbiologiques, donc d'une façon générale, pour justement renforcer le traitement immunosuppresseur. C'était pour faire la part des choses entre une infection ou bien une exacerbation du pneumopathie interstitielle. Et ça a été d'une aide cruciale. Bon, malheureusement, elle est décédée suite à une infection nosocomiale. Merci Basma pour cette excellente conférence. Je crois que le sujet mérite beaucoup plus de temps et de discussion et je crois que ça va continuer dans la pause café. Allez, merci.